La France, comme la majorité des pays au monde, a signé en 1989 la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci, en introduisant la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, visait notamment à ce que les enfants, de par le monde, soient reconnus en tant que sujets de droit à part entière, et ce afin qu'il leur soit assuré une protection plus grande. Pourtant, en France, la situation des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des enfants et adolescents entrés sur le sol français alors qu'ils avaient encore moins de 18 ans et sans représentants légaux, pose largement question. Quelles sont les conditions d'accueil réservées aux enfants et adolescents lorsqu'ils arrivent sur le territoire français ? Sont-ils d'abord considérés comme des enfants ou bien comme des étrangers ? Alors que l'on célèbre le 20 juin la Journée mondiale des réfugiés, ce sont les questions que nous avons voulu poser à 4 adolescents et jeunes adultes arrivés en France alors qu'ils étaient encore mineurs. Dans ce podcast, ce sont ainsi Salambi, Yacouba, Mamadou et Fally qui nous racontent, avec leurs mots, ce qu'est de grandir seul et en exil en France. Fally est malien. Il est arrivé en France à l'âge de 15 ans. Je suis malien, je suis né à Kati. Je suis venu en France en 2017, en septembre. Le début du parcours de Fally, comme celui de tous les jeunes arrivant en France et se déclarant mineurs, a commencé auprès du Bureau de l'aide sociale à l'enfance, plus communément appelé ASE. Celui-ci a pour mission d'évaluer si le jeune est oui ou non bel et bien mineur, et ce afin de savoir s'il pourra ou non être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Je suis allé là-bas, je suis allé me présenter et expliquer comment je suis venu en France. Ils m'ont posé des questions comme ça. Après, 15 jours après, ils m'ont donné le rendez-vous pour l'évaluation. Moi, je suis allé, je suis venu au rendez-vous, voilà, ça s'est passé mal. Ils m'ont dit non, t'as pas de papier comme quoi tu es mineur, te considères pas comme mineur, donc il faut aller voir le juge, donc, et il peut rien faire pour moi. Le délai d'attente pour être convoqué devant un juge peut varier énormément selon les départements. En Île-de-France, ces délais sont particulièrement longs, et avant qu'une décision ne soit rendue, les jeunes sont parfois contraints de dormir à la rue. Cela a été le cas pour Fally comme pour Mamadou, arrivé lui de Guinée-Conakry en septembre 2019, à l'âge de 17 ans. On dort dehors, il n'y a pas de passe Navigo, même pour prendre le métro, on prend des risques. Il y a des contrôles partout, on prend des risques chaque jour. Avant, c'était dur. Même pour prendre une douche, c'était difficile. Tout était difficile, tout. Comme ça, il y a plein de jeunes qui, maintenant, ils prennent plein de choses, des drogues, l'alcool, parce qu'ils n'ont pas d'histoire. Il y a aucune personne pour l'aider, donc pas de famille, il n'y a pas des amis, il n'y a rien du tout. Des fois, je pense trop. En arrivant à un moment, je ne dors même pas la nuit, tellement je pense trop. Pour tenter de faire face aux conditions de vie extrêmement précaires auxquelles les jeunes sont confrontés lorsqu'ils vivent dans la rue, ils créent entre eux de véritables réseaux de solidarité. On se parle aussi, hein, on se parle quand on est dans la rue, on s'explique les choses, on s'encourage, on se dit non, mon gars, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. On se donne des idées, voilà. On est des copains, on se parle, on dit ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai passé par là. Il y en a quand ça marche bien, ils t'expliquent, ils disent non, il faut pas décourager, ils t'encouragent à aller jusqu'au bout. On se motive, sinon, c'est pas bon. C'est pour ça, des fois, t'aimes bien être avec des potes, voilà, t'aimes bien être avec des potes. Quand tu es avec eux, tu vois que tu n'es pas seul dans le problème. Mais si tu es toujours seul quelque part, et que tu es isolé, c'est pas bon. Ça fait hyper mal. Mais si tu es avec des jeunes, avec tes copains qui sont dans les mêmes problèmes, il y en a, ils sont réussis, maintenant, ils sont bien. Voilà, mais tu vois ça te donne du courage d'aller jusqu'au bout parce que là, pour toi aussi, ça va marcher. Dans leur malchance, Mamadou et Fally ont eu la chance de croiser sur leur route le chemin d'associations qui leur ont permis de quitter la rue et d'être hébergés, au moins temporairement, par des familles d'accueil. J'étais à famille d'accueil avec l'association, c'est eux qui m'ont placé parce que je dors dehors, c'est eux qui m'aident pour me placer. Des fois, j'ai fait une semaine ici, 2 semaines ici. Chaque fois, je sens des familles, quoi. Chaque semaine, chaque 3 jours ou bien chaque semaine. Ça dépend des familles. Des fois, si je vois une famille, ils te disent, bah, tu vas rester avec nous jusqu'à 2 semaines. Après, des fois, je vois une famille, ouais, tu es là jusqu'à 4 jours, 5 jours. Après, je vois une autre famille. C'est comme ça. Qu'ils soient hébergés en famille d'accueil ou bien même qu'ils dorment toujours à la rue, certains MNA réussissent à avoir accès à des cours de français, souvent donnés par des bénévoles.
Pour Mamadou, arriver en France sans parler la langue, une des priorités à son arrivée a été de l'apprendre. Je suis arrivé ici, je ne parle même pas, à part de bonjour, bonjour, je ne peux pas avancer même 30 secondes. Si tu n'as pas de grande mémoire pour capter des choses comme ça, c'est trop très dur. Même il y a plein de jeunes qui sont là. Vraiment, c'est pas du tout facile. Quand tu vas au rendez-vous et pars vite, si tu comprends pas la langue, quand les gens parlent, c'est tellement rapide, quoi. Ils te parlent, tu comprends rien du tout parce que ils parlent vite, 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 vite. Pour Salambi, arrivé lui en France à l'âge de 15 ans depuis l'Angola, ses débuts en France sans parler la langue ont pareillement été particulièrement compliqués. Au début, c'était pas facile du tout parce que je ne parlais même pas français. Je parlais que du portugais, espagnol et je savais même pas quoi dire en français. À la différence de Fally, que les services de l'ASE n'ont pas reconnu comme mineur, ainsi que de Mamadou qui a dû attendre plusieurs mois avant de l'être, Salambi a été prise en charge par les services de l'ASE très peu de temps après son arrivée en France. À ce titre, il a pu avoir droit à un hébergement ainsi qu'à être scolarisé. Avec le temps passe, il passe vite aussi, et voilà quoi. Je suis parti à l'école et petit à petit, je commençais à apprendre le français. Et j'étais au collège et après, quand je suis sorti du collège, j'ai parti au lycée. Yacouba, lui, a quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 16 ans. Comme Salambi, il a été pris en charge à son arrivée au sein d'un foyer où il a été encadré par divers éducateurs et éducatrices. On a eu des éducateurs et des éducatrices compétents et compétentes. Elles étaient super sympas avec nous. Elles ont fait leur boulot comme il faut. Elles nous ont beaucoup aidés. Le foyer nous a beaucoup aidés. Franchement, ça n'a pas été du tout facile, mais ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont dit, les gars, vous êtes courageux, motivez-vous. Allez, on partait chercher les stages, on faisait des stages, on faisait par-ci, par-là. Ils ont dit, allez-y, faites des stages. Après, un jour, ça va payer. Oui, on les a crus. Donc, on partait faire des stages, on partait faire ceci, on partait faire cela. En faisant le stage, on a eu des apprentissages. Ces formations en apprentissage particulièrement professionnalisantes par rapport à des cursus plus généraux, les MNA pris en charge par l'ASE sont bien souvent incités à les suivre. Si cela découle parfois du désir des jeunes eux-mêmes, c'est aussi bien souvent lié à des enjeux plus profonds, comme nous l'explique Yamine, chef de service d'une unité spécialement dédiée à l'accompagnement de MNA à Belfort. Même le MEDEF s'intéresse de très très près au MNA. Ils ont bien compris que le jeune mineur isolé étranger est un jeune qui a une obligation de résultat, une obligation d'obtenir des papiers, une obligation d'avoir un diplôme, et ce sont des jeunes qui ne rechignent pas devant le travail. Ça, tout le monde le sait. C'est un jeune qui va s'investir, qui va aller jusqu'au bout parce qu'il n'a pas le choix. D'autant que le jeune MNA doit réussir dans un temps très très limité sa formation et faire preuve de respect envers l'ensemble des différentes institutions et de prouver qu'il réussit son insertion. Donc c'est pour ça que le MEDEF s'intéresse de très très près à ce public-là, parce que c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix et qui doit aussi très souvent oui, la plupart du temps, subvenir aussi aux besoins de la famille restée au pays, envoyer de l'argent, parce que voilà, c'est une réalité économique. Hein. Il est ici pour bosser et pour aussi partager ce qu'il gagne en l'envoyant au pays. Cette entrée accélérée sur le marché de l'emploi, elle a pour les jeunes mineurs non accompagnés différentes conséquences. Mamadou, récemment pris en charge par les services de l'ASE, regrette par exemple de ne pouvoir suivre en France les études qu'il aurait pourtant aimé faire. En fait, mon rêve est que je voulais être commerçant pour faire la vente, mais la semaine dernière, j'étais avec un formateur là, il m'a expliqué pour faire du commerce, c'est un peu difficile parce qu'il dit, j'ai pas trop de temps maintenant pour faire 2 ans de formation. Après, commencer à chercher du travail, que ça va être long. En plus de se retrouver dans l'impossibilité de suivre les études qu'ils auraient voulu, les jeunes MNA rencontrent un autre problème, celui de la discrimination. Yacouba, par exemple, y a été particulièrement confronté. En plus, on se fait gueuler dessus, on nous parle différemment dehors. Ouais, c'est à cause de nous, ils ont plus de boulot, on vient les piquer le boulot. Non, non, non.
Mais le boulot que nous on fait, c'est parce que vous ne voulez pas, parce qu'eux, ils veulent pas ça. Ramasser les ordures, faire ci, la maçonnerie ou aller dans les vignes, faire de l'agriculture ou aller faire par-ci, par-là. Non, eux, ils veulent pas ça. Tout ce qu'eux, ils veulent pas, c'est ce que nous on fait. Donc, c'est vrai, quand tu es chez toi, tu es sur ton sol, tu peux choisir le boulot que tu veux. Ça, oui. Non, mais quand tu n'es pas chez toi, tu fais, t'as pas le choix. Voilà, quel que soit le boulot, t'es partant, t'es partant. C'est ça, c'est ça la différence. Eux, ce qu'ils refusent, c'est ce que nous on fait. Vous n'êtes pas français. Bah, voilà, donc c'est comme si moi je dis je vais être pilote. Et non, même si, oulala, c'est comme ça. Lutter contre le racisme et la discrimination, pour Yacouba comme pour Salambi, cela a malheureusement été un combat à mener au quotidien, bien au-delà de l'environnement professionnel. C'est pas du tout facile ici parce que avec tout ce qui se passe des fois, tu sors, tu vois dans les endroits, on n'est pas pareil quoi, on n'est pas égaux, ça c'est dit, mais on n'est pas égaux. Il y a des endroits tu vois t'es aimé, il y a des endroits tu vois t'es pas le bienvenu quoi. Moi je suis arrivé à Bourg-en-Bresse, on voyait pas de, je dis pas il y avait pas de black, mais pour voir un noir à Bourg-en-Bresse à cette époque. Voilà, il faut aller en faire des kilomètres pour voir un black, hein, parce que c'était pas le top, c'était pas facile pour nous, parce que on se croyait dans un autre monde, quoi. Comme on le dit, égalité, fraternité et tout, mais moi j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'explique, parce que égalité, enfin, moi je vois pas, enfin, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Le mot, il est écrit, mais ça ne s'applique, ça, on n'applique pas, en fait. De toute façon, le racisme, ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça. Il y avait des Albanais qui ont trouvé ma couleur de peau bizarre. On commençait à m'insulter, à m'appeler des singes. C'est drôle quand même, parce qu'ils ont vu des gens noirs. Après, je sais pas s'ils ont jamais vu, mais bon, ils ont trouvé un peu bizarre. Mais ça m'a donné aussi de courage d'avancer dans la vie. Je me suis dit non, je vais pas m'arrêter ici. Je vais pas écouter leurs conneries. Ils ont en train de me donner la force, le courage, tout ça. Parmi les caractéristiques communes au MNA, lutter contre les préjugés en est très certainement une. Une autre, et non pas des moindres, est celle de la difficulté de vivre seul et en exil dans un pays où tout leur est étranger. Pour Fally et Salambi, tous deux arrivés en France à l'âge de 15 ans, cela a été une véritable épreuve. Tu vis dans un pays et tu connais personne, c'est hyper compliqué. Au début, moi, j'étais un peu traumatisé, hein. J'avais du mal à accepter, j'avais du mal à supporter comment je vis comme ça. Moi, j'ai personne en France, hein. C'est ça le problème. Je suis tout seul, très isolé. Là, ça va rester dans mon cerveau, hein. J'oublie pas ça. Grandir en France sans tes parents, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. C'est pas juste en France, partout. Si on arrive avec l'âge de 15 ans, 14 ans, autant qu'on est encore mineur, c'est un peu compliqué pour nous. Si on n'a pas de parents à côté de nous pour nous orienter, pour nous parler et tout ça. Et en plus, quand je suis arrivé, j'avais pas de contact avec ma famille pendant 3 ans. J'avais pas de contact. Mes familles, c'était les gens que je trouvais au foyer, des éducateurs, assistants sociaux. Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est un peu difficile de grandir avec tes parents. On dirait que, voilà quoi. On dirait que t'as plus de parents, t'es tout seul dans le monde et trace ta route et voilà. C'est un peu comme ça. De cette solitude découle, pour les mineurs non accompagnés, une contrainte, celle de sortir rapidement de l'enfance pour se prendre en main tout de suite, comme l'explique Yamine. Ils n'ont pas le temps. Ils doivent aller très très vite et montrer qu'ils sont en capacité de réussir, d'avancer et de gagner. Parce que bon, c'est souvent le cas. Hein. D'ailleurs, ils disent, moi, je vais gagner mon papier, je vais gagner mon diplôme.
on va gagner un papier à la préfecture, on va gagner un passeport. Non, tout bon. Après, c'est leur vocabulaire, mais quelque part, ça veut dire beaucoup. Gagner, c'est ah purée, mais j'ai gagné mon papier, j'ai gagné mon passeport. Ben oui, parce que c'est quand même un sacré défi que de pouvoir venir en France, de s'installer, d'être reconnu comme étant, je veux dire, comme professionnel, et d'avoir après un récépissé, voire ensuite un titre de séjour. Dire et je comprends leur langage, leur façon de dire les choses. Voilà, j'ai réussi. C'est quelque part une belle reconnaissance, mais pour eux, oui, le mot gagner est important. Moi, je me suis fabriqué de toutes pièces. Voilà. Donc, je me suis fabriqué de toutes pièces. Si tu as eu le courage de prendre la mer, sans boussole, sans téléphone, sans lumière, te jeter dans la foulée sur l'eau comme ça, c'est un risque en fait. Mais dans la vie, de toute façon, tout ce qu'on fait, il faut risquer pour gagner. Tant que tu risques pas ta vie, tu gagnes pas. Donc moi, j'ai risqué ma vie pour gagner. Risquer sa vie pour gagner. Yacouba l'a donc fait. Après avoir été pris en charge par les services de l'ASE, à sa majorité, il a été confronté à un nouveau challenge. Forcé de quitter le foyer où il était hébergé, il lui a fallu, une fois encore, se réinventer. Quand tu es majeur, il va falloir sortir de l'appartement qui tu logeais dedans. Il va falloir prendre un appartement à ton nom. Il va falloir travailler pour payer le loyer. Il faut payer l'électricité. Il faut payer tout ce qui est, voilà. Et après, faut essayer de voler de tes propres ailes, quoi. Et puis, il faut être autonome. Parce que quand on a 18 ans, c'est la majorité, donc tu es autonome. Donc, pour moi, ça n'a pas été du tout facile. À tes 18 ans, ton extranéité va rejaillir et on va te mettre en pleine figure que tu es étranger. Donc à partir de là, voilà, durant toute ta minorité, il n'y a pas de souci, tu es mineur. Par contre, arrivé à sa majorité, à ses 18 ans, là, il faut vite présenter un passeport, vite présenter un titre de séjour. Sinon, tu n'as plus d'autorisation de travail. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées en entrant dans l'âge adulte, cela a aussi été le moment, pour Yacouba, où il a pu acquérir un nouveau statut social et une forme de respect de la part des gens qui, jusque-là, le côtoyaient sans le considérer. Quand j'étais mineur et maintenant, ça a beaucoup changé. Oui, ça a beaucoup changé. Le comportement avec des autres, ça a beaucoup changé. Avant, il y en a qui se faisaient la gueule parce que tu traînes dans le quartier, ils te prenaient pour un clochard ou pour un racaille. Non. Ils ont compris que non, c'est pas des malfaiteurs, c'est des gens qui sont là ils sont là pour un but. On n'est pas là pour foutre le bordel, on est venu pour travailler. Et donc, voilà, le jeune, il a bien avancé. Ceux qui ne voulaient pas te voir pendant que tu étais dans ta galère, qui te crachaient dessus, dès qu'ils te voyaient arriver, ils fermaient le nez parce que voilà, tu as la peau noire, ça sent. Donc, quand tu te vois arriver, ils ferment le nez. Donc, voilà. Mais moi, ça m'a pas empêché de vivre, ça m'a pas empêché de respirer, ça m'a empêché de faire tout ce que j'avais envie de faire. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont fait ça, mais aujourd'hui, quand ils me voient, tu peux nous poser là-bas parce que y a pas de bus. Est-ce que tu peux nous accompagner? Oui, y a pas de souci. Moi, je les accompagne, je les prends dans ma bagnole, je les accompagne comme si rien n'était. Mais c'est leur conscience va les gronder eux-mêmes. Moi, je dis, ouais, on l'a pris pour un con ou on l'a pris pour, mais non, en fait, voilà. Je me plains pas. Je dis, ceux qui voulaient pas me voir aujourd'hui, ils s'approchent de moi. Je dis, mais le monde est bizarre quand même. Il y en a qui te détestent, mais au final, dès qu'ils voient que tout commence à aller bien, ils s'approchent. Ouais, c'est dans quel monde on vit? Bon, c'est le monde qui est, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, moi, je me plains pas. Le monde dans lequel ils vivent, eux, est un monde où l'on bataille sans cesse. Du départ du pays natal à l'arrivée en France, de la vie à la rue à la prise en charge par les services de l'ASE lorsque celle-ci a lieu, du quotidien avec les associations et les éducateurs jusqu'à la majorité où tout change, tout bascule, et où il reste encore tout à prouver. Si de Mamadou, Fali, Salambi et Yacouba, aucun ne regrette avoir fait le chemin jusqu'ici, tous souhaitent témoigner, en s'adressant aux jeunes qui viendraient les rejoindre en France, des difficultés qui les y attendent, mais aussi et surtout de la nécessité de garder espoir. C'est vrai, c'est
c'est difficile partout. Il faut pas croire que quand on vient en France, tout de suite, tout va bien, on est comme ça, on est comme ça. Je vais essayer d'expliquer aussi comment ça marche quand on vient ici, surtout l'hiver. Je vais expliquer la réalité de vie ici. C'est pas ce qu'ils voient sur la télé, c'est pas ça. Imagine qu'il dit quand on vient, tout va bien, tout de suite, ça va, on va comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais dire non. Partout, c'est la même. Partout, il y a la difficulté, comme il y a les facilités aussi. Quand tu arrives en France, des conseils que je peux dire, faut se concentrer dans ton projet, dans ton rêve. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut étudier vraiment. Le plus important, il faut s'intégrer. Il faut parler la langue. C'est la base, en fait. Il faut recommencer tout à zéro. Il faut oublier tout que tu avais dans ton pays. Il faut dire que oui, là, je commence une nouvelle vie. Il faut écouter, il faut obéir. Il faut y croire. Il faut y croire à sa chance. Parce que chacun a sa chance. Moi, c'est ce que je demande aux jeunes. Il faut batailler pour arriver. Il faut batailler. Aujourd'hui, Mamadou, comme Salambi et Yacouba avant lui, a été pris en charge par les services de l'ASE. C'est une nouvelle vie qui peut commencer. Fally, lui, n'a pas eu cette possibilité, mais il peut enfin aller à l'école grâce au soutien d'associations qui l'ont accompagné dans cette démarche et qui lui ont par ailleurs permis de continuer à être hébergé. Tous les quatre regardent désormais vers le futur, souhaitant laisser derrière eux les traumatismes du voyage et de la vie à la rue pour se concentrer sur tout ce qui reste encore à venir, espérant tous des lendemains meilleurs. Là où moi je suis, je vise le futur. Donc, qu'est-ce que va nous venir le futur? Donc, on a fait le passé, on est dans le présent, donc le futur, on sait pas qu'est-ce que nous réserve. Donc, moi, je crois toujours que je vais y arriver. Puis voilà. Donc, je baisse jamais les bras. Comme on le dit, quel que soit le bruit de la mer, ça ne va jamais empêcher le poisson de faire son sommeil. Et ça, c'est vrai. La mer, elle peut faire des vagues, elle fait des vagues, elle fait des vagues. Ça n'empêche pas le poisson de faire son sommeil. Moi, je crois toujours à la vie, quoi. Je crois toujours, je vais pas lâcher. Je vais toujours continuer à me battre comme ça. C'est la fin de ce podcast. Merci à Salambi, Fally, Mamadou, Yacouba et Yamine pour leurs témoignages précieux. Cet épisode a été réalisé par Cécile Massin et Adam Djibril, sous la rédaction en chef de Nina Guédard. Nous sommes Getty News, un média franco-réfugié. N'hésitez pas à nous suivre sur SoundCloud, ainsi qu'à vous rendre sur notre site où nous produisons d'autres contenus parmi lesquels des reportages, des vidéos et des dessins. Pour le moment, toute notre équipe est encore bénévole. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous faire un don via l'onglet Faites un don sur gettynews.fr. Merci et à bientôt.